Bonjour à tous, bienvenue sur ForFood Channel, ForFood Solutions. Donc, on est au 9e jour de confinement. J'espère que tout le monde tient le coup, tout le monde tient le choc. Tout va bien pour vous. Donc, on est avec Clément Potier. Salut Clem. Salut. Ça va depuis la dernière fois? Ah, ça va, ça va. On bouge pas Ça trop. va, ça passe? Pas trop. Et donc, notre invité, Jeff, Salut. Jean-François. Ça va? Salut. Ouais. Donc, merci à toi d'avoir accepté donc cette invitation pour faire ce petit live sur les brevets technologiques des chaussures. Alors, Jeff, nous, on s'est rencontrés chez Salomon sur un meeting. Peux-tu te présenter en 2-3 minutes, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jean-François, 33 ans. J'habite au sud de Paris, à côté de la forêt de Fontainebleau. Je suis ingénieur en aéronautique. J'ai une équipe de 15 personnes. Et depuis maintenant 6-7 ans, je gère un site internet qui s'appelle La Cave à Jeff, où je fouine un peu à travers des brevets ou des publis pour découvrir un peu ce que les marques vont sortir dans les prochaines années. Et c'est grâce à ça notamment que j'ai pu rencontrer Olivier du coup chez Salomon autour de la mèche. Et aussi quelques autres marques comme Sunto en Finlande où je fais du bêta test pour eux maintenant. Bah, d'ailleurs, on vous remettra ça dans les commentaires, là, le lien du site de Jeff. Oui, tout à fait. On l'a déjà pas mal cité. On a pas mal publié donc sa page Facebook, puisqu'on a teasé la conférence d'aujourd'hui en partenariat avec Jeff. Donc voilà, Jeff, petite question importante. As-tu donc des conflits d'intérêts avec les chaussures de sport? Non, pas du tout. C'est parfait. Donc pour continuer, Clément, as-tu des conflits d'intérêts avec les chaussures de sport? Non. Non. Pas eu la chance de travailler avec les chaussures de sport, avec Ok. les marques. Bon, et moi, à mon tour, oui, j'ai eu 2-3 conflits d'intérêts. Notamment, j'ai bossé avec Michelin pour les aider à développer le bloc semelle d'une chaussure. Je ne sais pas du coup s'il est sorti ou pas. On a bossé ensemble, du coup. J'ai bossé avec des confrères, 3 confrères pour Salomon pour le projet Mesh, qui a fait qu'on s'est vu sur un meeting avec Jean-François. Et actuellement, donc, je bosse un peu avec un laboratoire de R&D qui bosse, lui, avec North Face, qui m'a permis de voir aussi 4-5 teams élites, dont Pau Capel qui a gagné l'UTMB. Donc, j'ai pu les voir en amont de leur saison et d'avoir leur retour sur les chaussures. Donc, ça, c'est assez important. On en aura, je pense, au cours de la conférence. Mais donc, malgré ce fait-là, il faut dire que tu restes un consultant. Donc, oui, je suis consultant. Je ne bosse pas rien pour eux. sur les paires de chaussures qui sont vendues. Non. Je garde mon libre arbitre et je reste complètement objectif sur le phénomène. Donc, je ne suis pas du tout payé par la marque. Je suis juste un consultant. Voilà. Eh ben, c'est parti. Donc, Jeff, tu vas nous présenter quoi de beau du coup aujourd'hui? Je vous ai prévu quelques planches. On va discuter un peu les brevets, à quoi ça sert et comment ça se dépose rapidement. Vous montrer quelques exemples et puis on va discuter de 2-3 produits que j'ai pu découvrir via les brevets et puis voir ce qu'on peut trouver via les brevets dans ce que l'avenir va nous réserver. Parfait. Alors, Jeff, je vais supprimer je vais nous cacher Clément et moi. On va te laisser tout seul avec du coup la partie brevet dans la chaussure. Tu nous dis si tu nous entends ou pas. Hein. La technologie, des fois, ça peut. Je vous entends plus. Donc, nous voilà, on revient dans le game avec Clément. Donc, on est obligé de rester en ligne, c'est pas grave. Donc, tu vas nous expliquer ton PowerPoint et ta petite présentation avec nous en présentation. Pas de souci. Donc, on va commencer. Donc, un brevet, c'est quoi? C'est avant tout un titre de propriété en fait qui offre à celui qui va le déposer un monopole d'exploitation pour une durée de 20 ans si tout est bien payé dans les règles. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un avantage parce que ça permet à celui qui va le déposer d'être tout seul sur le terrain de son invention. Et si elle amène quelque chose, il y a un vrai intérêt derrière. Donc, pour sortir un brevet, il y a 3 critères. Il faut de la nouveauté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir quelque chose qui a déjà été publié ou qui est déjà sorti il y a plusieurs années. Alors, la notion de nouveauté, elle est bien regardée, notamment d'un point de vue publication, c'est-à-dire que si vous sortez une publi ou vous sortez un produit un jour J, vous ne pouvez pas déposer le jour J+1, il fallait le déposer avant.
Il y a le côté inventif. Alors le côté inventif, c'est assez, je trouve difficile à juger. Ce qu'il faut imaginer derrière, c'est que ça découle pas de l'activité normale de l'homme du métier, comme disent ceux qui déposent beaucoup de brevets. Donc faut qu'il y ait un vrai caractère derrière de travail et d'invention. Et enfin, il faut que ce soit applicable de façon industrielle. Alors, ce qui se cache derrière, c'est par exemple une œuvre d'art. Du coup, ça peut pas être breveté parce qu'il n'y a pas de caractère industriel derrière. Industriel, Alors, ce qui veut dire reporté à grande échelle. Ouais, ça peut être produit, quoi, en gros. Donc, alors, pas forcément très grande échelle, hein, 2, 3, ça marche, mais le côté, du coup, œuvre d'art, qui est plutôt juste créatif, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de manière de produire de façon répétitive, on va dire, l'invention. Alors, ça a des intérêts. Alors, ça protège l'invention, c'est-à-dire que vous avez le monopole, tant que vous ne vendez pas de licence derrière, vous êtes tout seul à pouvoir l'utiliser. Quand on a un grand portefeuille de brevets, ça a encore plus l'avantage de bloquer toute la concurrence. On le verra tout à l'heure, je pense, avec Nike aujourd'hui. Et c'est un avantage aussi pour l'image de marque. Ça montre que derrière, on a une société qui a plutôt envie d'aller vers l'innovation, même si on peut se dire que des fois, justement, le brevet bloque l'innovation justement des autres entreprises derrière. Ça a pour moi quand même des désavantages. Alors c'est purement mon avis. Hein. Ça fait qu'on divulgue son invention. Et en fait, ce qui est demandé par les offices de brevet, c'est qu'il suffit suffisamment de détails dans le brevet pour pouvoir reproduire l'invention. Donc, ça veut dire que derrière, les gens savent avec assez de détails l'idée que vous avez derrière la construction de brevet. C'est un coût non négligeable. En gros, alors le dépôt en lui-même, c'est 600 €, mais souvent les entreprises sont aidées par des boîtes qui rédigent le brevet, qui amène à peu près un brevet, le coût d'un brevet en France, 5 et 6 000 €. Et l'extension coûte très cher. J'ai mis l'ordre de grandeur pour une extension européenne, c'est 25 000 €. Et il faut payer après tous les ans jusqu'à la 20e année des droits. Donc c'est un budget non négligeable. Et on verra qu'il y a des boîtes qui ont 10 000 brevets. Il faut imaginer le coût que ça engendre derrière. Et ça a une durée de vie. L'échelle de la durée d'un brevet, en gros, entre le dépôt et la publication en France, c'est 18 mois. Et pour l'obtention, il faut compter à peu près 3 ans. En fait, c'est une durée de cycle qui est souvent bien supérieure à la durée de vie d'un produit, quoi. 20 ans, quand on voit à quelle vitesse vont les évolutions des chaussures aujourd'hui, c'est pas du tout la bonne échelle, quoi. Il faut se rendre compte que du coup la timeline est super importante quand on dépose un brevet et qu'on sort un produit, et sur quelle durée de vie va avoir le produit. Donc c'est des réflexions que je pense que les entreprises ont, en tout cas dans le monde de la chaussure plus que dans certains domaines, pour est-ce qu'il est bon ou pas de déposer un brevet quand on voit les échelles des produits et les échelles de couverture des brevets. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé à des fins, des fois marketing, dans le sens, tu vois, on laisse un peu fuiter une information sur une innovation Alors, dans ce sens-là, je dirais que quand on a un gros portefeuille de brevets, on peut faire un peu l'inverse. C'est-à-dire que si on s'autorise à breveter un peu n'importe quoi, ça peut mettre les gens un peu sur des fausses pistes, quoi. Laisser fuiter, je dirais un peu, oui, si on sait que notre l'image est portée par ça. Après, je pense que vaut mieux avoir un bon timing entre le moment où le brevet va être publié et le moment où le produit sort derrière, pour pas justement qu'il y ait trop de temps entre ces deux durées, quoi. Et après, clairement, par contre, les marques jouent sur le fait qu'elles déposent des brevets ou qu'elles ont des solutions brevetées pour vendre des produits, quoi. Et breveté veut pas forcément dire efficace, quoi. Ouais. On peut prendre l'exemple de tout ce qui est produits de compression qui se vendent d'être brevetés. L'efficacité derrière reste à produire, quoi. On va pas parler de la compression parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut la journée. Bon, c'est parti pour la chaussure. Donc voilà. Par contre, je tiens à préciser que nous, professionnels de santé, donc podologues, il y a des kinés qui nous écoutent, peut-être des médecins. On tourne en rond dans notre milieu, c'est-à-dire qu'on parle entre nous, entre médicaux, et du coup, on n'est pas très très ouvert au monde industriel. Et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, voire très peu, voire pas du tout. Et c'est
à mon sens, je trouve que c'est important de voir d'autres intelligences, d'autres personnes fonctionner pour essayer d'un peu de mieux comprendre un peu le monde qui nous entoure. Donc, c'est pour ça que tu es là aussi. Tu as tout à fait raison. Et je pense que, alors, ça fait une bonne réponse après, mais le brevet, je pense qu'on pense tout de suite à l'aspect légal pour attaquer d'autres gens qui ont utilisé notre technologie, qu'on a déposée ou des choses comme ça. Et alors ça, c'est encore plus un autre coup parce qu'il faut faire des procès et il faut embaucher des avocats derrière. Mais je pense que c'est un deuxième aspect que les entreprises regardent aussi, c'est l'aspect stratégique et l'aspect de voir justement sur quoi les autres bossent. Et en fait, moi, dans le cadre de mon site, c'est ce que je regarde. En fait, pour moi, le brevet, ça sert surtout ça sert à s'imaginer sur quoi les gens dans une entreprise vont travailler. Et ça, c'est un indicateur des futurs produits qui vont sortir. Et donc, dans un brevet, en fait, il y a la partie juridique qui va être la partie revendication. Donc ça, en fait, c'est du point de vue légal. Quand on va chercher des contrefaçons, des choses comme ça, quand il va y avoir des procès, c'est ce qui va être regardé. Et en fait, il y a tout un cadre autour. Et c'est là où il y a des choses à apprendre d'un point de vue, soit gens qui sont intéressés par l'innovation, soit d'un point de vue industriel. Il faut le contexte, parce que dedans, il y a le contexte, parce que ça explique pourquoi le brevet existe. C'est quoi par rapport à l'état de l'art qui est connu aujourd'hui, qu'est-ce que va apporter la nouvelle solution. Il y a un certain nombre et des fois beaucoup de détails sur la réalisation, comment elle est faite, des détails même des fois sur les matériaux utilisés, sur les épaisseurs utilisées, des choses comme ça. Et il y a plein de dessins, généralement, voire déjà des images de produits ou de prototypes qui sont faits autour de ce brevet, quoi. Alors là, sur le côté, je vous ai mis juste un exemple de... Enfin, je veux dire, c'est facile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas du milieu. Alors, les images sont très parlantes généralement. Après, je pense qu'il faut avoir un côté un peu mécanicien ou un peu de savoir lire des fois entre les lignes. Mais voilà, je suis dans l'aéronautique. La plupart des brevets sur les chaussures, j'arrive à comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, oui, je fais partie d'un monde industriel. Je pense que ça aide aussi. Mais la plupart du temps, si on a du temps, parce que des fois c'est très long, hein, il y en a, j'ai vu des brevets de Nike qui dépassaient la centaine de pages. Si on a du temps, ouais, on peut comprendre et on peut tout lire, quoi. Okay. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en anglais généralement. Ouais, ça c'est le facteur limitant de beaucoup de personnes en France. Ouais, alors il y a pire, ça peut être en chinois. ASICS ASICS c'est en japonais, brevet en japonais, et en fait on verra, il y a de plus en plus de brevets, je pense qu'ils vont venir du côté chinois, de plus en plus de marques chinoises qui s'intéressent à la partie sportive, et là c'est tout en chinois aussi, quoi. Donc, c'est très compliqué à comprendre, regardez les dessins surtout. Je crois. C'est comme les enfants. Ouais, exactement. Une bande dessinée pour toi. Tout à fait, c'est des bandes dessinées. Et il y a plutôt pas mal de designs, hein. Là, je vous ai juste mis la première page d'un brevet de ce à quoi ressemble un brevet européen, un brevet d'Adidas là. Et alors c'est juste un dessin de ce qui pourrait être une empeigne, mais c'est plutôt détaillé, quoi. On arrive à voir qu'il y a plusieurs zones avec plusieurs textiles différents, plusieurs types de tricots différents sur la chaussure, et après c'est développé dans le brevet. Alors, 2 secondes, vu que tu parles, nous, on va se cacher pour mon... Attends, je vais pouvoir zoomer. Hop, et donc, on le voit sur le brevet, là, hein, on a plusieurs tricots sur ce qui ressemble à une empeigne, donc avec plusieurs densités ou plusieurs maillages, on va dire, différents, pour pouvoir justement apporter derrière différents types de tenue ou de résistance. On en reparlera un peu tout à l'heure au niveau de l'empeigne. Au niveau des brevets, moi, je me sers surtout de 2 sites pour aller les chercher. Donc, c'est ESPACEnet. ESPACEnet, c'est la bibliothèque de brevets européens qui recense en fait tous les brevets déposés dans le monde avec un petit délai de 2 à 3 jours. Et leur nouvelle interface est plutôt sympa à utiliser. Donc, il suffit de taper par exemple le nom d'une marque, taper Nike, et vous allez avoir tous les brevets de Nike. Il faut on les trier un peu
par date de publication si on veut les plus récents, mais ça permet de trouver tous les brevets de Nike. Et j'utilise aussi Patent Guru, qui est un autre site qui est plutôt connecté sur les bases américaines, qui a un peu plus de retard sur les autres bases, surtout les bases chinoises et japonaises, et qui a l'avantage de pouvoir assez simplement voir tous les dessins. Tous les dessins des brevets. Alors, généralement, je commence par ça, parce que suivant la tronche des dessins, on voit plutôt si c'est un brevet qui est sur un nouveau produit, ou si c'est sur des moyens de fabrication, ou sur des matériaux. Voilà pour la partie brevet, à quoi ça ressemble. C'est marrant parce que nous, on a des. Clément, il pourra mieux en parler que moi. Hein, on a des bases de données pour les recherches scientifiques. Toi, tu as des bases de données, des sites pour tes recherches de brevets. Oui, tout à fait. Alors là, je vous ai mis quelques stats pour vous montrer un peu comment c'est réparti dans le monde du sport, sur les plus grosses marques, les brevets dans le monde. Alors là, les chiffres sont peut-être pas pile poil exacts parce que suivant les bases, j'arrive pas à sortir des chiffres cohérents, mais à 5-10% près, c'est ça, et les ordres de grandeur sont bons. Et ça inclut tout. Alors, ça inclut les brevets, quel que soit leur statut, parce qu'en fait, ils ont plusieurs statuts dans leur vie. Donc, d'abord, il y a une délivrance, puis ensuite, il y a des vérifications qui sont faites pour voir si c'est pas déjà breveté. Et ensuite, il y a vraiment le vrai dépôt du brevet à la fin. Donc, sur cette phase-là, ça dure à peu près 3 ans en France. Et donc, ça inclut tout ça. Et ça inclut aussi les dessins. C'est surtout aux États-Unis que c'est utilisé, et Nike l'utilise beaucoup. Si on peut breveter des motifs, en fait, aux États-Unis. En France aussi, je crois, mais c'est assez peu utilisé. Donc, dans tout ça, Nike, c'est quasiment 10 000 brevets. C'est quasiment 1000 brevets sortis en 2019. Et si on regarde les brevets qui concernent juste les chaussures, c'est 1720 brevets. Et alors, c'est incomparable à tout le reste. Adidas, c'est même pas 1000 brevets et une centaine par an. Et ASICS, c'est à peu près le même nombre de grandeur et une trentaine en 2019. Donc, on voit vraiment les forces en puissance, la grosse force de frappe de Nike. Et en fait, on le retrouve aujourd'hui sur pas mal de choses. C'est que si on regarde l'Alpha Fly, les Vaporfly, des choses comme ça, Nike est le seul à avoir, alors de ce que j'ai trouvé, hein, est le seul à avoir breveté typiquement des lames carbone, le système le système des zoomers sous la chaussure, des constructions comme ça. Aujourd'hui, Nike est le seul à avoir breveté, quoi. Alors, ça veut pas dire que les autres n'ont pas breveté d'autres constructions. On va voir juste après avec Salomon, et on verra plus tard avec ASICS ou North Face. Tout le monde y va un peu de sa nouvelle construction de chaussures, mais d'un point de vue chaussures telles qu'on peut les voir, chaussures de performance qui sortent aujourd'hui, Nike est le seul à avoir des brevets dans le domaine, et ça m'étonnerait pas qu'on voit quelques procès arriver dans quelques temps. Et alors, si on regarde, donc Salomon, ils sont à 300 brevets, 127 sur la chaussure, le parti c'est à peu près sur le ski, et on voit que clairement, ils ont moins breveté l'année dernière comparé aux années précédentes où ils étaient à une trentaine de brevets. Et après, ce qu'on voit, c'est, on va dire, les nouveaux entrants. Alors, il y a New Balance, Brooks, Saucony, où ils sont entre 100 et 30 brevets. J'ai mis pour le fan Decathlon. Decathlon, c'est quand même 420 brevets, une cinquantaine l'année dernière, et bon, que 39 sur la chaussure. Et après, il y a ceux qui montent très très vite. J'ai mis juste un exemple, c'est Anta. Alors, c'est pas du tout connu en France. Anta, c'est une boîte chinoise. C'est la marque qui a racheté tout le groupe Hammersport. Donc, qui a racheté Salomon, qui a racheté Sunto, qui a racheté Wilson, tout ça. Et ce sont de très très gros déposeurs de brevets depuis quelques années, quoi. Ils sont arrivés à 259 brevets, je pense, en l'espace de 3 ou 4 ans. Et 139 sur la chaussure, avec des conceptions de chaussures qui sont assez innovantes. J'ai pas mis d'exemple là, mais j'ai détaillé un brevet sur mon site. Et je pense que au-delà de copier, ils ont cette capacité aujourd'hui, je pense, d'innover parce qu'ils ont des moyens industriels qui sont colossaux comparé à ce qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis, quoi. Donc je pense qu'ils seront sur la première ligne bientôt.
est-ce qu'on peut estimer une santé de société en termes de recherche technologique au volume de brevets qu'ils vont déposer? Oui et non. Je dirais, ça, si la boîte n'a pas fait la stratégie de dire je cache ce que je veux développer parce que je veux pas le montrer, je pense que oui. Aujourd'hui, plus une boîte va breveter, plus ça veut dire elle va avoir de la recherche sur des nouveaux produits, quoi. C'est pas pour ça que les produits qui sortent sont pas bons ou ne valent pas le coup, hein. Mais je pense que ouais, quand il y a une grosse innovation qui sort, il la brevette. Après, je pense que Nike est un peu hors du jeu parce que bon, c'est dur de. En fait, je pense qu'ils ont des brevets qu'ils appliquent sur. Ils ont tellement une gamme de produits qui est large que ça se voit aussi dans leurs brevets, quoi. Enfin, dans les 1720 sur de la chaussure, il y a du basket, il y a je pense qu'il y a du golf, il y a aussi des parties un peu fashion. En ce moment, ils brevettent pas mal sur des systèmes de lattage automatique ou des choses comme ça, que ça va pas intéresser des boîtes comme Salomon ou comme Brooks dans un très court avenir, quoi. Ouais, Donc, ils ont peut-être aussi les moyens. Tu parlais au début des brevets. Là, pour assumer financièrement, il faut quand même être une grosse boîte, quoi. Tout à fait. C'est sûr. Hein. C'est pas la petite boîte qui va sortir comme Veja qui sort sa première chaussure de running en écolo. Alors c'est super, hein, je suis super fan de ça, c'est extraordinaire, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que Nike. Ouais. Après, il y a, pour rigoler, il y a quelques années, il y a Enco qui a sorti sa chaussure avec un sort là-dedans. Ils avaient déposé un brevet dessus. Tu peux déposer un brevet dessus. Après, voilà, je pense que c'est plus. Il y a des petites boîtes qui vont le faire plus par l'image d'avoir déposé le brevet sur le produit que par réel souci que ce soit protégé, en fait. Ok. Et alors, on va commencer avec les exemples. Et alors, premier exemple, donc tu fais ça. Jeff, nous, avec Clément, on va te laisser parler. On va se mettre de l'autre côté de la barrière. Okay. Donc, on va te laisser parler, expliquer donc le projet Mesh. Et puis, on réinterviendra avec Clément sur quand tu vas parler de l'AlphaFly, histoire qu'il y ait un petit peu constructif. Mais là, pour l'instant, on va te laisser parler. Allez, c'est à toi. Okay. Alors, le projet Mesh, je pense que, alors sur la partie brevet, ce qui est important, je pense, derrière à voir, c'est la timeline. Le brevet, ils l'ont rempli en décembre 2012, donc il a été publié en France en 2014, 10 mois plus tard. J'ai fait un article dessus en juillet, et si on regarde la première apparition de la chaussure, en fait, elle est seulement apparue en mai 2016 au pied de Kylian à Zegama, et je dirais que si on regarde ça, en fait, c'est un peu la mauvaise timeline à pas suivre quand on fait un brevet, parce que il y a un tel écart entre la date de publication et la sortie de la chaussure qu'on peut se dire qu'elle a pu être découverte soit par d'autres et du coup les autres ont eu un laps de temps entre le mois entre 2014 et 2017 pour s'inspirer et peut-être améliorer la technique. Et puis d'un point de vue client, si le client est un peu spécialisé, et je pense que de plus en plus de gens, quand on voit ce que fait Nike, de plus en plus de gens s'intéressent à la technologie qu'il y a derrière les chaussures. Elle aurait pu être découverte, alors j'ai pas un gros impact moi, mais elle aurait pu être découverte par de plus gros sites et être déjà mise en avant. Alors le brevet est super bien construit. Alors, vous avez en image en gros tout ce qu'on peut voir dans le brevet. Et en fait, on y retrouve toutes les étapes pour réaliser la chaussure simplifiée. Et en fait, on comprend même pourquoi Salomon a fait cette chaussure derrière. Donc, pour passer de 40 à 60 éléments à un nombre très réduit d'éléments pour construire la chaussure. Et du coup, d'un point de vue industriel, je dirais qu'on peut y voir deux choses. C'est les concurrents ont un laps de temps de 3 ans, en gros, pour s'inspirer de ce que fait Salomon et pour en sortir des variantes. Et autant vous dire aujourd'hui que je pense qu'il y en a qui s'en sont inspirés. Si on regarde Adidas ou North Face, ils ont des variantes de ça, ils ont des brevets assez récents. Et un brevet, même si c'est déposé, ça se contourne, ça s'améliore et ça c'est toujours brevetable et utilisable. Et du coup, il y a un timing, je pense, à respecter derrière.
cas d'avoir le moment où le brevet est publié et le moment où la chaussure apparaît le plus short possible. Et si on regarde un peu, on va venir à l'Alpha Fly, je reparlerai plutôt de l'avenir après. Si on regarde le timing de l'Alpha Fly, il est beaucoup plus resserré. Donc on a un brevet déposé en février, publié en août, et qui va être dévoilé, et la chaussure a été dévoilée en octobre 2019, un peu avant si on regarde les protos, mais principalement en octobre 2019 au pied de Kipchoge à Vienne, quoi. Et en fait, si on regarde le brevet, donc il décrit la construction de plusieurs solutions autour d'une semelle avec des coussins d'air et une lame carbone, dont une qui est proche de la chaussure que Kipchoge a utilisée. Alors ici, c'est la variante avec 2 coussins. Mais en gros, on retrouve en violet toute la partie Zonix, en jaune les lames carbone, donc ici c'est la version avec 3 lames pour mettre les 2 coussins, et la outsole en marron, quoi. Et en fait, si on regarde la construction donc de l'Alpha Fly, elle est couverte par un brevet, mais si on regarde l'ensemble des constructions que ce soit la Vaporfly ou l'annexe chez Nike, en fait, il y a beaucoup de brevets qui vont la couvrir. Déjà, il y a des brevets sur la mousse. Alors, la mousse, c'est pas Nike qui l'a développée, c'est Arkema, une société française. Et elle a environ, je crois, pas loin de 10 brevets sur la mousse de copolymer PIBA, ou PIBAX pour le nom de commercialisation. Avec la partie retour d'énergie, il y a même un brevet sur la partie filtrage des vibrations, et qui est, je pense, un point important qu'il faudra garder en tête pour l'avenir. Et si on regarde la partie lame de carbone côté Nike, je pense qu'il y a aussi, je pense, une bonne dizaine de brevets qui couvrent l'utilisation de plaques de carbone ou autres, parce que je pense qu'ils ont dû réfléchir à mettre autre chose qu'une plaque en carbone au milieu dans la chaussure, quoi. Et ça, je pense que ça couvre un domaine qui fait que vouloir reproduire ça dans une autre chaussure, aujourd'hui, c'est totalement verrouillé. Et c'est là où Nike est très fort, et c'est l'avantage d'avoir un gros portefeuille, c'est que ça monopolise, quoi. C'est un vrai monopole de Nike qui est là-dedans. Et je pense que pour faire aussi bien, je pense qu'il faut réfléchir à d'autres solutions et pas s'embarquer dans la voie de copier de ce que fait Nike, mais de faire mieux ou de faire différent. Donc voilà pour Alpha Fly. Et après, je pense qu'on peut en discuter longtemps sur la partie mousse, sur la partie lame de carbone, parce que c'est des aspects nouveaux, en tout cas des nouveaux matériaux dans une chaussure, hein. Alors, une bonne question, Fabien, là, Gautron, qui pose la question s'il y a des études biomécaniques associées au brevet. Alors, aujourd'hui, dans les brevets, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que déposer un brevet, ça ne garantit pas qu'une solution est performante. Je pense que ça couvre juste la partie construction. Donc, sur la partie Vaporfly, je pense que là, vous êtes bien placé pour en parler. Mais je pense que il y a eu plusieurs études autour de la Vaporfly et les gains qu'elle pourrait amener. Aussi bien, je pense qu'il faut voir la Vaporfly en fait comme la Vaporfly ou l'Alphafly comme une construction globale, en fait. C'est-à-dire que pour moi, on peut pas dissocier le gain de la lame, le gain de la mousse, le gain des pods. En fait, on va mesurer le gain d'un tout, quoi. Et c'est une intégration dans la semelle qui fait que l'ensemble marche. Alors, marche surtout sur Kipchoge, sur les autres, ça reste à voir, mais que l'ensemble marche, quoi. Et donc des études biomécaniques. Alors, je pense qu'on a eu au moment de la Vaporfly où ils ont essayé de confirmer ou infirmer les 4%. Je pense que vous avez peut-être plus suivi ça que moi, Olivier et Clément, mais je pense que le gain dépendait surtout de la personne. Je pense qu'elle a été construite pour Kipchoge. Vous m'entendez encore? On peut faire un petit topo rapide là-dessus. En quelques mots, il y a eu une première étude qui a été faite par des chercheurs pour Nike, qui ont trouvé le gain d'économie de 4%, d'où le nom initial. Donc après, il y a eu Next% qui a été censé donner encore un gain additionnel. Puis après, il y a eu l'Alphafly qu'ils ont encore un peu amélioré. À savoir que ce n'est pas directement un gain de chronomètre, hein, 4%, c'est un gain d'économie qui est quand même relié à une amélioration de performance.
derrière. Et il y a eu Mais d'autres qui n'est pas de 4%, ce gain de performance, non, qui est moindre. Ils avaient fait un calcul qui était que 4% de gain d'économie, c'était 3% de gain de performance. Alors en vrai, ça a quand même l'air d'être un peu moins que ça. Mais bon, ceci dit, quand on regarde les chronos, il y a quand même l'air d'avoir un effet. Il y a d'autres chercheurs qui ont repris ça et qui sont tombés aussi sur une amélioration. Alors, ce n'était pas tout à fait les mêmes chiffres que la première étude, mais globalement, ça va toujours dans le sens d'une amélioration. Et à chaque fois, par contre, c'était quand même étudié sur des athlètes qui étaient très très rapides. Donc des athlètes qui pouvaient courir pendant les 5 minutes de test à 18 km/h tranquille, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une étude plus récente qui a été faite où notamment on a Blaise Dubois, Jean-François Esculier et d'autres qui ont participé, où ils ont étudié des coureurs qui étaient d'un niveau inférieur, qui couraient beaucoup moins vite, qui ressemblent plus à la population de coureurs lambda qu'on peut recevoir en consultation. Et là, il y avait quand même un gain, mais c'était loin d'être pour tout le monde pareil. Et à savoir qu'il y en a qui avaient un gain qui était vraiment très important et d'autres qui avaient même une diminution. Donc c'était, voilà, il y a encore des recherches à faire, mais ouais, ce que disait Jeff, ça marche pas pour tout le monde pareil. Bon, alors concrètement, on a regardé vite fait, on s'est un peu renseigné là avec ForFoot, on a fait un article, on s'est rendu compte que Kipchoge était quand même un élément essentiel à la construction de l'AlphaFly. Donc c'est quand même Nike a fait la pompe pour Kipchoge, donc c'est quand même lui qui a un peu demandé, je pense, ça. Et comme dirait Clément, hein, depuis toujours, il le dit, Monsieur Clément Coty, que Nike, eux, ils s'en foutent de vendre des chaussures épaisses ou des chaussures fines. Ce qu'ils veulent, c'est faire le buzz et vendre de la pompe et casser les 2 heures. Donc, à savoir qu'on avait une discussion intéressante d'ailleurs quand on avait fait un petit post humoristique sur la chaussure FBR qui n'a pas de talon en lien avec la sortie de la nouvelle Oka. Et on avait donc les concepteurs de FBR qui nous avaient... Là Voilà, celle-là, exactement. Ah, vendu côté. À savoir que le concepteur de FBR avait répondu sur ce post et il avait mis des photos comme quoi ils avaient collaboré avec Nike au tout début de ce projet. Et que l'idée initiale de Nike, c'était de se dire, comme ils courent vite, ils courent sur l'avant, qu'on veut faire une chaussure très légère. Ils avaient aussi fait initialement, a priori, une chaussure sans talons. Et ce n'est pas l'option qui a été retenue pour faire le record parce que le feedback des coureurs n'a pas dû être dans ce sens-là aussi, quoi. Enfin, tout ce qu'on voit maintenant, c'est que sur la ligne de départ, quasiment tous les élites, ils ont quoi? Ils ont tous maintenant une Nike. Et on a vu que sur le 5 kills de Monaco, la ligne de départ, elle était soit rose, soit jaune. Et sur ce qui est une course à Nice, c'est pareil. 33 modèles, enfin quasiment 90% des coureurs des élites étaient Nike. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, le gros buzz marketing. Alors ça, c'est clair et net, ils sont très forts. Là, tout à l'heure, Jeff parlait du timing pour le brevet, mais c'est vrai que d'une manière générale, ils ont géré le timing comme des pros de A à Z, quoi. Dans cette communication marketing, ils ont été excellents, ça on ne peut pas dire le contraire. Et on disait aussi que cette chaussure, c'était étudié sur des élites, c'est important d'une part parce que c'est pas la même vitesse, mais d'autre part aussi parce que c'est souvent pas les mêmes gabarits non plus. Ils ont tendance à être pas très gros, en fait, les coureurs élites. Les coureurs élites, pour information, ils pèsent en moyenne 55 kilos et voilà quoi. Ils pensent, ils vivent, ils dorment, course à pied. En dehors d'entraînement, ils font quoi? Ils mangent. En dehors de la nourriture, ils dorment, ils font la sieste. Donc voilà, nous, en dehors de courir 3 fois par semaine, on a accessoirement une vie, on bosse et on n'a pas du tout la même hygiène de vie. Voilà. Du coup, Jeff, tu voulais continuer peut-être sur les autres brevets? Ah, tu nous entends, Jeff? Jeff? Non, problème du direct. Problème du direct, Jeff a un petit problème technique. Il nous entend plus. Jeff? Il a un petit souci technique. Il nous dit qu'il n'a plus de son. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis essayer de le reconnecter, déconnecter, reconnecter. Ouais, hop, je le déconnecte et je le reconnecte. Je me disais bien qu'il parlait plus beaucoup. Et du coup, il est même plus là.
Bon, bah Clément, faut que tu meubles. Hein. Je suis désolé. Hein. Ouais, c'est pas moi qui m'y connais sur les brevets. Hein. Bah, dans ce cas-là, on peut parler, comme on était sur l'Alpha Fly, on peut continuer de parler un petit peu sur le carbone, parce que c'était une innovation. Donc, j'imagine que Jeff nous en dira un mot dès qu'il sera revenu tout à l'heure. Sur le carbone, on a 2 études qui sont sorties là, fin février 2020. Dont une qui montrait que le fait de rajouter une lame de carbone dans une chaussure, ça Tu nous entends ou pas? C'est bon, excusez-moi, j'avais perdu le son. Ah, c'est bon. Ah ouais, bon bah voilà, retour de Jeff. Je finis. En attendant, comme on parlait de la Vaporfly, j'étais reparti juste dire un petit mot sur le carbone, où on a 2 études qui sont sorties fin février, où ils ont comparé la même chaussure avec et sans plaque de carbone. Alors dans un cas, c'était une Nike Free, et puis ils rajoutent une lame de carbone. Et en fait, ils s'aperçoivent que ça diminue le travail positif, notamment au niveau de la cheville. Et donc, ils supposent que ça pourrait être en lien avec une économie énergétique. Alors bon, ils n'en sont pas tout à fait sûrs, parce qu'ils disent que soit, en fait, c'est moins de travail du muscle, donc une économie d'énergie, soit c'est moins de retour d'énergie du tendon. Du coup, dans ce sens-là, c'est plutôt négatif. Bon, ils savaient, voilà. La conclusion n'était pas très tranchée. Et l'autre, c'est une Adidas Adios, avec et sans lame de carbone, pareil. 3 types de lames de carbone différentes, plus ou moins rigides, qu'ils ont utilisées. Et cette fois-ci, le carbone n'avait pas d'impact en termes d'économie d'énergie. Alors, à savoir que si on regarde les données précises, la Nike Free, à la base, c'est quand même bien plus souple comme chaussure. Ils ont donné les données, la souplesse, ça s'exprime en kilonewtons par mètre. Donc, la Free, c'est de 1 à peu près au début. Et avec la lame de carbone, on arrive à 12. Sachant que la rigidité de la Adios sans rien, de base, elle est de 13. Donc, à peu près équivalent. Et la rigidité qu'ils obtenaient en rajoutant des lames de carbone, ça allait à 30, 40, 84 pour la plaque la plus rigide. Donc en termes de rigidité, c'est quand même pas du tout la même chose qu'ils ont comparé. Et ce qu'on pourrait penser, c'est qu'une chaussure qui a un peu de rigidité, ça amène à un lien pour la performance. Mais comme là, ils ont étudié qu'il y a 12 km/h, c'est pas la vitesse de l'élite. Et il y a la possibilité que ce besoin de rigidité, il augmente aussi avec la vitesse, puisqu'on met plus de force au sol, etc. etc. Donc, et comme la Vaporfly, elle a été développée initialement pour des athlètes élites, il y a peut-être aussi ce côté-là qui joue. C'est sûr qu'on ne peut pas amener une chaussure. C'est comme si demain, on demandait à monsieur tout le monde de skier avec les skis de Marcel Hirscher, dans les conditions de Marcel Hirscher, ou de conduire la voiture de Sébastien Loeb. Je ne pense pas du tout qu'on va l'exploiter. Et là, alors, Fabien Gautron, le commentaire, je ne sais pas si c'était par rapport à juste ce qu'on disait sur le carbone ou mousse. Là, en fait, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes technologies à la base entre la Adidas Boost et puis la Nike Free. Mais finalement, ça n'a pas trop d'importance parce qu'il ne compare pas la performance brute de la chaussure, il compare vraiment la différence avec et sans carbone. Ceci dit, c'est l'insert du carbone. Est-ce qu'il il fait une interférence ou pas, ou est-ce qu'il fait du positif ou du négatif sur la foulée ou l'économie de course? Après, je vais redonner du coup la parole à Jeff là-dessus, parce que c'est ce qu'il disait au début. Dans tous les cas, c'est quand même un ensemble, en fait, et d'ailleurs, les concepteurs de Nike l'avaient dit, c'est vraiment une interaction entre ce carbone qui permet un peu de contenir cette mousse qui est extrêmement souple et compliante. Tout à fait. Ce qu'on appelle d'ailleurs une mousse qui a la résilience de la mousse, non? Ouais, la résilience, en fait, c'est du coup la capacité à absorber le choc, et en fait, pour les élastomères, on le traduit en pourcentage de l'énergie qu'elle renvoie, en fait. Donc on va lui appliquer un effort dessus, un effort généralement qui est plutôt brutal. Elle va se déformer pour encaisser le choc, et c'est quelle énergie elle va renvoyer en fait à ce moment-là. Ok. C'est pour ça, généralement sur la mousse de la Boost, on doit être quelque part à 65%, je crois, un truc comme ça. Et là, on est plutôt vers les 80 sur le Zoom X de Bias. C'est exactement ça. Hein. La Boost, la Zoom est beaucoup plus résiliente, a beaucoup plus de peps que la Boost, qui était déjà vendue quand elle est sortie, la Boost, pour quelque chose de très, très dynamique. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un point aussi qui est intéressant qu'a évoqué Simon Barthold, c'est la capacité en fait à filtrer les vibrations. Et quand on voit Kipchoge, je pense à l'arrivée de son 1h39, 1h59, 40, comme s'il avait couru 5 minutes, quoi. L'aspect de la chaussure a limité la fatigue
ou des choses comme ça. Je pense que c'est des choses qui sont peut-être à regarder aussi à l'avenir. Ouais, il s'inspire des travaux de Nigg en fait pour ça, ouais. Qui parlait de la vibration et que le corps, en fait, la contraction musculaire sert à atténuer plus ou moins les vibrations de manière à se préserver des blessures. C'est une des hypothèses étudiées. D'où l'intérêt du type de mousse qui modifie déjà la vibration initiale. Et si la vibration initiale n'est plus la même, le comportement neuromusculaire n'est pas le même. Et c'est pour ça que toutes les chaussettes de contention sont développées autour justement de la vibration musculaire aussi. Mais là-dessus, on n'a pas trop de résultats probants. Ouais. Du coup, tu as ton PowerPoint sous le coude, on le rebalance pour voir? Tout à fait. Alors, on va revenir du coup je vais continuer un peu sur la Fly. En fait, celui-là, le PowerPoint. Vous voyez? Hop, c'est bon. Ça arrive. En fait, juste, on repart en cachet, donc on te laisse tout seul avec toi-même. Ok, pas de souci. Donc ça, c'était l'Alpha Fly. Donc vous voyez, déposé en 2018. Et en fait, ce que je pense, c'est que l'Alpha Fly, en fait, c'est déjà du passé pour Nike et qu'ils ont toujours un coup d'avance. Alors, si on regarde, donc il y a la version qu'on a déjà vue qui est apparue dès milieu d'année dernière et qui avait le brevet a été publié en février 2019, en fait, où l'intégration du coussin d'air se fait sur des pompes de piste. Et en fait, ils ont déjà, je pense, ils ont plein de versions déjà disponibles. Donc, ils ont des versions avec des coussins. En fait, ces coussinets là sont la même chose que les coussins de Zoom Air qu'on peut voir, mais alors là, c'est totalement intégré dans une semelle. Ils ont la même chose où en fait, ils ont créé un support qui est en carbone aussi, qui permet d'intégrer directement le pod dans ce qui est plutôt du coup un support qui serait sur l'avant de la chaussure. Et ils bossent aussi sur des semelles texturées. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu la semelle d'Alpha Fly, elle est assez déjà texturée sur l'avant. Et déjà, c'est cette partie-là en fait qui va s'user le plus vite. Et quand on regarde les retours des photos, je pense que même pas après 80 bornes, la partie texturée de l'avant de la chaussure est déjà à moitié usée. Ils ont déjà donc ils déposent, ça c'est un design, un brevet de dessin, design patents, où ils ont des semelles de plus en plus texturées. Alors je pense qu'ils font, c'est peut-être un mix entre de l'accroche et du poids. Et je pense qu'ils travaillent ça aussi d'un point de vue industriel avec des moules pour faire des semelles en fabrication additive ou des choses comme ça qui permettent d'avoir des dessins de plus en plus accrus et de plus en plus précis sur les semelles. Alors, tous ces brevets, c'est pas pour ça qu'il y a des chaussures avec ça qui vont sortir, hein, mais c'est leur piste de recherche, je pense, aujourd'hui. Et alors, c'est impossible, en tout cas pour moi tout seul, de juste regarder tous les brevets de Nike. Hein, comme on a vu tout à l'heure, c'est 1000 par an. C'est énorme. Et je pense que toutes les semaines, il y a des trucs qui se cachent et qui sont sûrement chez Nike, ce qui peut être leur chaussure de demain. Donc voilà pour la partie Alpha Fly. Je pense que le message derrière, c'est on se concentre toujours sur ce qu'on voit et ce qui sort. Et en fait, chez la plupart des industriels, ce qu'on voit et ce qui sort, c'est pas ce sur quoi ils bossent encore, quoi. C'est déjà du passé. Et ils vont déjà bien au-delà et réfléchissent à d'autres produits, quoi. Enfin, en 2018, si on revient là, février 2018, ça faisait 1 an et demi, je pense, que la Vaporfly était sortie et ils étaient déjà assez bien au-delà parce que je pense que pour arriver à un brevet de détail comme ça faisait au moins 2 ou 3 ans qu'ils bossaient déjà dessus, quoi. C'est toujours comme ça. Hein. Ah, oui. Quand ils exposent un produit, il y a toujours déjà derrière 2 années ou 3 années de futur. Tout à fait. Tant qu'on est sur des modèles qui sont déjà sortis sur le prix de la prochaine. Oui, tant qu'on est déjà sur les modèles qui sont sortis, parce qu'après, je crois que tu vas nous proposer 2-3 modèles, 2-3 brevets de mars 2020, donc du frais. T'as un brevet sur celle-là? Sur celle-là, là, tu la vois ou tu la vois pas? Non, celle-là, il n'y a pas de brevet dessus. Alors, ce truc. Tout ce machin, cette raquette. Ouais, c'est une raquette à neige, ouais. Non, il n'y a pas de brevet dessus. Je vais préciser à ceux qui nous écoutent, je n'ai pas couru avec. Je l'ai en démonstration, en démo.
Oka, donc en fait, ils brevettent sous Dekers Outdoor. Ils brevettent assez peu. Je pense qu'il y a 2 ou 3 brevets sur les Oka, c'est tout. Il y a un brevet de design. Alors, s'il y en a un, il n'est pas encore sorti. Et ça veut dire que doit sortir, il sortira dans les mois à venir. Mais non, aujourd'hui, il n'y a rien dessus. Et sur leur qualité de mousse? Non plus. Après, je pense que. Alors, je sais pas comment fonctionne Oka, mais en fait, si on regarde Adidas, Nike, leurs mousses, en fait, sont pas des mousses qui sont de leur propriété. En fait, Adidas, ils bossent avec une mousse de BASF, l'Infinity Energy, je crois, un truc comme ça, et Nike, du coup, bosse avec le Pebax d'Arkema. Donc, en fait, c'est un peu plus compliqué de trouver les liens entre, justement, les industriels qui fournissent les matériaux et directement les marques et comment ça se passe, quoi. Parce que justement, le côté industriel chez BASF ou chez Arkema est quand même un peu plus caché directement sur leur utilisation qu'ils peuvent avoir derrière du produit. Ok, ça marche. Alors, vas-y, on laisse poursuivre pour justement... Alors, en fait, on va faire un point. La slide que j'avais sautée, c'est ce que je pense qui va arriver dans les années à venir, en fait. Si on regarde, alors là, il n'y a que du Adidas, mais je pense que si on regarde la plupart des produits, en fait, la pompe de sport ou la pompe de performance, en tout cas, c'est passé d'un produit qui était plutôt basé sur des designs, des choses qui sont un peu, on fait une nouvelle saison, on fait une nouvelle gamme, à des produits qui sont plutôt devenus des produits purement mécaniques. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre comment, dans la biomécanique de l'homme, la chaussure va mécaniquement travailler. En tout cas, c'est ma vision. Hein. Et du coup, les approches autour de la chaussure sont plus comme la conception de n'importe quel objet mécanique qu'on cherche à alléger. Je dirais presque comme un moteur d'avion. Donc, si on regarde les 3 brevets qu'on voit là de Nike, en fait, le premier, c'est l'optimisation de l'empeigne. Donc, l'optimisation topologique, en fait, pour réduire la masse en cherchant les contraintes et les déformations de l'empeigne. Donc en fait, ils expliquent dedans, hein, ils font de la mesure avec des caméras de chez Gomme qui permettent de mesurer des déplacements de l'empeigne sur un produit test. Et à partir de ces déplacements, ils vont en tirer des cartos de contraintes, donc de l'effort mécanique proprement que voit l'empeigne. Et en fait, ils en font de l'optimisation topologique pour mettre de la matière là où il y en a besoin, en fait, là où le pied va venir appuyer sur l'empeigne, quoi. Donc, ça donne des produits assez, je dirais, originaux, en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est réalisé derrière, après, en impression 3D, juste des lignes, en fait, pour tracer le besoin, en tout cas, de matière qu'il y a besoin pour que le chaussant, l'empeigne de la chaussure, fasse le pied, quoi. Après, chez Adidas, ils ont aussi des approches qui sont plus vraiment de compréhension. Et comme là, c'est une sorte d'optimisation en fonction donc, du besoin du coureur. Ils vont dire, pour la zone, donc différentes zones autour du pied, quelles caractéristiques doit avoir le tissu, le tricot de la chaussure pour répondre aux besoins de confort, aux besoins c'était purement du confort de la chaussure par rapport à ce que veut le client, quoi. Donc, ils ont fait derrière des sortes toute l'analyse est décrite, hein. Ils ont fait un questionnaire avec différents usagers pour voir leur confort, leur demander ce qu'ils cherchaient. Ils ont fait des plans d'expérience sur les paramètres machines pour voir comment répondait le tricot aux différents paramètres machines. Et ensuite, ils ont testé mécaniquement les différents tricots pour leur donner pour avoir différentes caractéristiques, donc l'élongation, la contrainte maxi avant rupture, l'élongation max, on voit ici la densité, on voit l'épaisseur, on voit la perméabilité à l'air. Donc en fait, ils ont toute une base de données qui permet de dire, si à tel endroit, je veux un meilleur maintien du pied, il faut que je mette tel type de caractéristiques, et tel type de caractéristiques, c'est tel paramètre dans mon métier à tisser pour faire dans ma tricotage circulaire pour faire mon tricot, quoi. Et du coup, on arrive à avoir des chaussures où il n'y a pas une seule zone où il y a le même tricot, et dans chaque zone, on peut imaginer qu'il y a un fil différent, il y a un type de tricot différent,
justement pour répondre à ces besoins, quoi. Et si on veut encore aller plus loin, je pense que ce qui va arriver aussi, c'est des chaussures de plus en plus instrumentalisées, justement pour avoir ces données de comportement biomécanique ou de contraintes, en fait, pour justement améliorer de plus en plus la chaussure, qui va devenir de plus en plus personnalisée. Alors là, c'est juste un schéma, mais en gros, si on voit, c'est on démarre, le client arrive sur le site, il va se connecter, et là, il y a toutes ces données qui sont chargées. Alors, dans toutes ces données, il peut y avoir plein de trucs, hein. Il peut y avoir son Strava, il peut y avoir des données autres, le terrain sur lequel il court, des choses comme ça. Et en fait, il va avoir une analyse de la foulée. Alors, dans le brevet, il est marqué, j'utilise un petit pod sur la chaussure. Et en fait, il transforme ces paramètres en paramètres industriels de construction de la chaussure. Et il y a toute une boucle d'optimisation de la chaussure qui est faite. En même temps que l'utilisateur porte une chaussure avec de l'instrumentation pour sortir son modèle à lui qui répond à ce dont il a besoin et comment son pied se comporte dans la chaussure. Et je pense que c'est des boucles qu'on verra de plus en plus d'optimisation, de personnalisation, parce qu'on a de plus en plus de moyens, je pense, pour caractériser ça et pour produire ça aussi, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une seule chaussure qui va se comparer à la chaussure d'avant, quoi. Mais ça demande que les industriels aient une connaissance et un savoir-faire aussi bien côté production de la chaussure que côté biomécanique et comportement du pied dans la chaussure et connaissance de la mécanique de la course, quoi, derrière. Et là, c'est là où je pense que de plus en plus d'industriels vont se rapprocher de gens plus proches de la médecine ou de la biomécanique pour comprendre justement ça, parce que c'est une donnée qui est nécessaire à construire de meilleures chaussures, ou en tout cas de chaussures plus adaptées aux coureurs, quoi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je pense que l'Alpha Fly, c'est quasiment 100% ça, mais construit autour du pied de Kipchoge, quoi. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, ce qui est très intéressant. Beaucoup maintenant de marques, je connais bien Salomon, je connais un peu On, ils ont tous leurs biomécaniciens, hein, Adidas et tout, ils ont tous leurs mécaniciens de service pour développer leurs chaussures. Donc oui, ils ont une bonne connaissance de la biomécanique et du mouvement. Moi, je voudrais juste lancer une petite idée de brevet comme ça, si ça se développe, les chaussures connectées. Si on peut mesurer son effort à partir des chaussures, on peut le connecter au frigo en domotique qui permet de commander la nourriture suffisante pour refaire ses ressources. Non, Clément, c'est faux là. Non, je suis pas d'accord. Ça serait connecté plutôt en litres de bière. Pour la récup. Ouais, si vous voulez rien, j'avais écrit un article il y a quelques mois là-dessus sur la chaussure de demain, donc c'est 100% quasiment ça, mais en fait, si on regarde juste ça, en fait, ça, même ce que décrit ici Adidas, ça fait même revoir tout le circuit de vente et de fabrication de la chaussure, quoi. Et c'est un gros step, hein. Mais clairement, demain, tout peut être connecté et ton frigo se remplit en même temps, hein. Ça, c'est possible, hein. Le rêve. Qui nous expose les petits brevets de demain? Ouais, alors là, c'est les dernières découvertes donc, du mois de mars. Et, alors, il y en a 2. Et en fait, je pense que... Alors, on ressort de l'écran pour remontrer à tout le monde. Yes. Et ce qu'on voit, c'est que... alors là, c'est un North Face et un ASICS. En fait, les boîtes cherchent de plus en plus à avoir des concepts de chaussures différenciants, en fait. Si on regarde à gauche, c'est North Face. Alors... vu de loin, on pourrait voir une mèche quasiment, mais un peu différente. Donc, il y a en bas un liner qui est une sorte de chaussette, et en haut une partie qui est un peu plus rigide et qui est faite sur une pièce tubulaire d'un seul tenant, quoi. Et en fait, le brevet de North Face, c'est que l'une rentre dans l'autre, en fait, autour d'un last, et on obtient en fait directement l'empeigne de la chaussure, avec une structure squelettique intégrée dans le tissage, dans la chaussette, quoi. Donc ça permet de réduire le nombre d'éléments de pièces, le nombre de pièces dans la fabrication, du coup les coûts, du coup le temps aussi de fabrication, et d'avoir du coup aussi des chaussures qu'on pourrait personnaliser, hein. Ça c'est une pointure, et ça c'est adapté au pied de la personne, quoi. Et alors le brevet de droite, c'est un brevet d'ASICS, tout en japonais, donc j'ai rien compris.
Mais il y avait des images dedans, donc bon, c'est assez intéressant. Donc en fait, on voit une construction de chaussures chez ASICS qui est aussi très simplifiée, hein. On voit une chaussette et on voit en fait une semelle qui pourrait être à moitié en fibre additive et en fait le liant entre les deux, c'est directement en fait de l'impression, où ça semble être de l'impression 3D en fait entre la semelle et l'empeigne. Donc voilà, donc je pense que c'est aujourd'hui, à part Nike qui brevette des variantes ou des améliorations de ce qui existe déjà, chez les autres, on voit souvent apparaître des concepts différenciants. Alors c'est plus rare parce que ça met plus de temps à être développé derrière, quoi, mais c'est ce qui apparaît, quoi. Chez North Face, ça fait un peu penser à ce qu'on a vu chez Nike avec les chaussures de foot où ils sortaient déjà leurs chaussures chaussettes. Tout à fait. Bah, là, il y a Adidas aussi, je pense que c'est en mars, qui a sorti sa chaussure un peu en écaille là, au niveau du style. Pangolin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et le brevet est sorti aussi ce mois-ci dessus, quoi. Mais, ouais, je pense que il y a un gros effort dans je pense, les boîtes de continuer à innover autour de la chaussure. Parce que je pense qu'on a de plus en plus de savoir autour de celle-ci. Et que du coup, tant qu'on en sait plus, on veut essayer d'améliorer en tout cas le produit à la fin pour le consommateur, quoi. Et bah, du coup, en tant qu'industriel, toi, est-ce que tu vois d'un bon œil ou pas, justement, cet apport technologique dans la voiture? Quel est ton... Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas entendu le départ, tu n'as aucun conflit d'intérêt avec les marques de chaussures parce que tu bosses dans l'aéronautique. Ouais. Alors, ouais, moi je suis assez fan de l'innovation, donc oui, je vois ça d'un bon œil. Je pense que on parle souvent, quand on parle d'Alpha Fly, de dopage mécanique autour de la chaussure. Moi, je vois pas du tout ça comme ça. Je pense que l'innovation, c'est un process normal de chaque boîte, quoi. Et après, les records qui en découlent de l'utilisation de chaussures ou d'autres choses, hein, je pense que en 20 ans, les méthodes d'entraînement ont changé, la connaissance de la nutrition aussi, le matériel aussi. Et en fait, un record, pour moi, c'est le reflet d'une génération et pas forcément que le reflet de la physiologie humaine, quoi. Donc, oui, je vois ça d'un bon œil. Et heureusement qu'il y a de l'innovation, quoi, parce que je pense que courir avec les ASICS il y a 20 ans, c'est très lourd. Je suis un peu d'accord, hein, donc la technologie, alors ça c'est un gros débat, on pourra faire un sondage et avoir toutes les réponses du monde. Est-ce que c'est important de mettre la technologie dans la chaussure? Je suis pas un grand fan de technologie, moi heureusement Clément est là, sinon on n'aurait jamais pu faire ce live avec BeLive. Mais on peut rapporter l'évolution de la chaussure comme l'évolution du vélo. Actuellement, les vélos tout carbone, c'est un énorme gain, ils cherchent le moindre watt grâce au vélo. Grâce aux roues du vélo. Donc, c'est retirer la technologie dans la course à pied, peut-être sur ces chaussures, sur ces Vaporfly, même si j'estime pas du tout être le consommateur visé par une Vaporfly, trop lourd, et oui. C'est comme si on demandait aux cyclistes à repartir sur des vélos en alu, quoi, je pense. Ouais, c'est un peu ça, je pense. Ouais. D'ailleurs, on a des deux remarques là, de Quentin et Samuel que c'est pas uniquement la performance, c'est aussi confort et blessure, deux notions qui sont d'ailleurs un petit peu liées aussi. Moi, je pensais à ça un peu comme en Formule 1, où finalement il y a toujours une course à cette innovation, mais que de temps en temps on remet des limitations, comme là l'I2AF a imposé une limitation de stack pour pas qu'on passe dans un excès non plus, et derrière, ça a forcé les marques à chercher peut-être d'autres voies et d'autres façons d'innover. Voilà. Je pense que, en fait, les trois vont ensemble, hein, parce que je pense que tu files à Kipchoge une chaussure qui va super vite, mais que au bout de 2 heures il est blessé ou qu'il a mal au pied, il n'en voudra pas non plus, hein. Oui, de toute façon, on est d'accord qu'un athlète, pour performer, il faut que, premièrement, il ne soit pas blessé pour aller s'entraîner. Ça, c'est c'est un bon départ, ça. Et en fait, après, je pense que ce que doivent réussir, le plus gros challenge, en fait, il est peut-être dans comment, dans une pompe à 300 balles, je mets de la technologie, que j'arrive aussi à embarquer dans une pompe à 100 balles, quoi. Parce que dans la pompe à 300 balles, alors tout le monde la veut, mais pas grand monde va l'acheter. Et elle est faite que pour la course, quoi. Je pense qu'une Alpha Fly, aller s'entraîner avec une Alpha Fly tous les jours,
court, c'est pas la solution, quoi. Je pense non. La faible vitesse, elle est assez instable à souhait. Hein, donc, je pense Ouais, qu'elle est générateur de pathologie. Hein. ouais, elles n'avaient pas l'air très performantes non plus dans leur durée de vie. C'était des chaussures de Ah ouais. compétition. Et- Non, ils le disent, hein, Nike le dit, hein, 250 bornes max. Ça fait un peu rush hein, quand même. Hein. Ah ben, le pire, je pense, c'est quand Brooks a sorti là, sa version, l'Imperion Elite. Je crois qu'elle a moins de 150 km, sinon elles sont mortes. Et 2 semaines après avoir sorti la version 1, ils ont annoncé qu'ils sortaient la version 2 en septembre. Donc je pense que les gens qui ont acheté la 1 doivent être contents. Ah, mais c'est plus la durabilité, quoi. Après. On est d'accord, hein, c'est comme ça. Après, je reviens 2 secondes aux fédérations. Là, tu parlais de l'IAF, là, qui est devenu World Athletic, qui a légiféré sur le stack de la chaussure. Ils auraient pu supprimer, comme a fait tout simplement la Fédé de natation, enfin la Fédération nationale de natation, et supprimer les combinaisons. Donc voilà, après, quel est le poids du lobbying de Nike dans l'histoire? On n'en sait rien, je pense qu'on ne le saura jamais. Non, et il y a un point que j'ai pas abordé, je pense, et qui va être aussi très important dans les années à venir, c'est l'environnement. Je suis en train d'essayer de construire un truc là-dessus, mais il y a beaucoup d'eau utilisée et au final, je pense que ça fait beaucoup de CO2 pour sortir une paire de pompes. Et je pense que de plus en plus de boîtes essayent de mettre soit des biomatériaux, soit recycler, soit revoir leurs moyens de fabriquer justement pour diminuer cet impact derrière. Donc, je pense que bon, c'est plus une question sociétale que de performance de chaussures, mais je pense que c'est un des gros points qui va être traité dans les années à venir aussi, quoi. Comme partout, je crois. Comme partout. Ouais. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, en tout cas, merci Jeff pour ta présentation. Merci de nous avoir donné un peu de temps. Ouais. Écoute, ça fait toujours plaisir de te revoir et puis j'espère que bientôt, un de ces 4. Hein. Pas de souci. Merci à tous pour regarder. Merci à tous d'avoir regardé, c'est sympa. J'annonce directement le prochain live qui sera pas cette semaine, mais mardi prochain. Ça sera Gauthier qui nous fera un petit topo sur tous les exercices de renfort musculaire spécifiques du membre, surtout pieds-jambes. Donc, vous allez voir un des autres associés de ForFoot Solutions. Donc, voilà. Écoutez, bonne continuation de confinement. Restez chez vous et amusez-vous bien comme vous pouvez. Salut. Ciao tout le monde.